L'Air du Temps reçoit ce dimanche 10 janvier 2021 à 10 heures Hawa Ba, journaliste et sociologue, par ailleurs directrice pays de Osiwa au Sénégal, Pape Demba Thiam, économiste international et du développement intégré. L'Air du Temps, ce dimanche à 10 heures sur e-radio, la première radiovision du Sénégal, et sur 90.3 FM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 10 janvier 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Bonne année à tous et à toutes ceux qui suivent l'émission L'Air du Temps. Nous sommes dans ce studio avec Madame Awaba, journaliste et sociologue, directrice pays de Osiwa, et Pape Demba Thiam, économiste international, développement intégré de Genève en Suisse. Nous allons parler avec lui dans cette émission. Merci donc, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été une semaine très chargée avec le couvre-feu qui a été décrété par le gouvernement et l'état d'urgence. Mais le couvre-feu n'est pas, et plus ou moins pas bien apprécié par certains. D'autres estiment que c'est une nécessité compte tenu de la propagation du virus, le coronavirus. Il y a eu cette semaine, vendredi dernier, 13 décès, un record au Sénégal. Aujourd'hui, on a 6 décès encore. Aoba, est-ce que ce couvre-feu peut avoir des conséquences économiques pour les populations? Bonjour Alassane, bonjour à tous les auditeurs de e-radio. Je dirais oui, oui. Nous avons déjà vécu un couvre-feu lors de la première vague de la pandémie à coronavirus. Et au-delà du couvre-feu, je pense que toutes les mesures qui ont été prises ont eu un impact considérable sur le plan économique, sur tous les Sénégalais, mais surtout sur la majorité des Sénégalais dont 90% des revenus dépendent des activités informelles. Donc, du coup, c'est pour ces activités-là, une baisse, si on prend le couvre-feu, une baisse du temps de travail équivaut absolument à une baisse de revenus. D'autant plus que les mesures d'accompagnement, en tout cas lors de la première vague, n'ont pas semblé être à la hauteur des pertes subies. Il y a eu donc à la fois une fragilisation économique des travailleurs et des travailleuses, mais du coup aussi une vulnérabilité accrue de la majorité des ménages qui dépendent de ces travailleurs de l'informel et aussi des entreprises de l'informel qui représente à elle 97% des entreprises au Sénégal. Et pour la plupart, ce sont des très petites entreprises, des unités réduites dont la résilience n'est pas possible en cas de crise pour plusieurs raisons. De par l'indisponibilité d'un capital, de par la faibleté ou même l'absence d'épargne, mais aussi de par le fait que la demande est beaucoup plus importante par rapport à l'offre en ce qui concerne les revenus. Donc des ménages qui déjà étaient éprouvés en temps normal et qui le sont davantage de par le fait que les activités économiques sont réduites, de par le fait que la résilience n'est pas là en temps normal et a fortiori en temps de crise. Et aussi, troisième élément qu'il faut considérer, c'est l'absence de protection sociale. Vous le savez, Alassane, il n'y a que ceux qui travaillent dans le secteur informel qui sont assurés, qui ont une assurance sociale, qui ont un système qui permet de couvrir les maladies en cas de maladie, mais aussi en cas de choc. Donc du coup, à ce niveau-là aussi, la vulnérabilité est encore plus accrue parce que tout simplement, en dehors du filet social habituel qui permet de pouvoir s'entraider, qui permet de pouvoir soutenir les familles, la famille élargie d'une manière générale. Si tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre, même ceux qui sont dans le formel, donc ce qui fait qu'une vulnérabilité généralisée, mais surtout accrue pour les plus faibles. Pape Demba Thiam, merci d'être avec nous de Genève, en Suisse, pour suivre avec nous, participer à ce débat. Pape Demba Thiam, est-ce qu'on est dans une situation où le premier couvre-feu, il y a eu un diagnostic qui a été fait, il y a plus de 7000 entreprises qui ont fermé ici au Sénégal. Deuxième couvre-feu, état d'urgence, est-ce que on peut dire que la population est entre le marteau du virus et l'enclume de la pauvreté? Ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on soit assez méticuleux dans la manière d'analyser cette situation. Moi, je ne voudrais pas
jeter l'opprobre sur les autorités qui ont géré la crise avant, tout simplement par esprit de dignité, parce que nous nous sommes tous félicités avant de la manière dont les autorités sénégalaises avaient géré la crise sanitaire. Toute la classe politique, toute la société civile, les journalistes étaient d'accord de soutenir le gouvernement. Donc, je n'ai pas envie de brûler ce que nous avons adoré. Cela dit, il est clair que, c'est comme Mme Ba l'a dit, que je salue au passage, le coronavirus, la contamination économique globale du coronavirus, tel que je l'ai publié dans plusieurs articles et interviews, est un accélérateur de pauvreté. Parce que les modèles de développement que nous avions, qui ne sont pas des modèles de développement, qui sont des modèles d'ajustement permanent en fonction de ce que nous demandent les institutions qui nous prêtent de l'argent, ces modèles de développement ont fabriqué la pauvreté en créant des vulnérabilités structurelles qui détruisent les structures de développement et qui ne créent pas de la richesse partagée. C'est ce qui a explosé, d'ailleurs, le développement du secteur informel, parce que le secteur informel est une réponse à l'échec de l'économie formelle. Mais c'est un secteur qui est un secteur économique que malheureusement, ceux qui nous donnent des prescriptions ne comprennent pas. Donc, ne savent même pas comment on peut vraiment s'appuyer sur le dynamisme du secteur informel pour développer notre économie et créer une croissance plus inclusive. Maintenant, dans une situation où ce que j'appelle c'est l'incompétence globale dans la gestion ultralibérale de l'économie mondiale qui a créé des problèmes dans tous les pays, les seuls pays qui peuvent s'en sortir, ce sont les pays des économies à marché émergent. Ce sont les marchés émergents. Parce que ces marchés émergents ont profité depuis 1980 de la délocalisation d'entreprises des quatre coins du monde vers ces marchés-là, avec les politiques de Reagan et Thatcher qui ont été suivies aussi par les Africains avec les 10 commandements du consensus de Washington. Ces gens ont créé des politiques de développement, les ont mis en place pour accueillir non seulement les entreprises, mais aussi les entreprises qui quittent tous ces pays ne payent plus d'impôts dans les pays qu'elles quittent. Elles vont payer ces impôts dans les pays qui les accueillent. Donc ces pays-là se sont enrichis en pouvant développer des infrastructures sanitaires, des plateformes de compétitivité, en créant des opportunités pour la transformation des ressources et développer aussi le pouvoir d'achat de leur marché intérieur. Alors qu'avant, c'était les esclaves du monde qui fabriquaient pour exporter dans les pays développés. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un basculement des pôles de développement depuis les pays capitalistes dont leurs investisseurs ont profité de ça, depuis les pays africains qui ne sont que des appendices de matières premières et des appendices de production minérale, et les pays-là qui ont compris comment ils ont pu profiter de la globalisation, savaient aussi quels sont les risques auxquels leur économie était exposée, ce qui leur a permis de pouvoir suivre la progression de n'importe quel virus sur des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement, d'arrêter la propagation, de tacler le développement du virus, d'isoler et de guérir. Donc, ce sont des pays aujourd'hui qui sont gagnants. Maintenant, des autres pays comme nous autres, nous n'avons pas créé le virus. Les premières réactions que nous avons eues, c'était de tacler le virus sur les points d'entrée, sur les vecteurs de propagation. Nous avons travaillé avec ce qu'on avait, mais nous avons payé aussi le résultat de notre incurie en matière de développement économique, qui ne date pas de maintenant, je dis que ça date depuis 1980. Maintenant, le gros problème que vous avez, en plus de tout ce que Mme Awa Ba a dit et qui est totalement vrai, nous avons une situation aujourd'hui qui fait que, avec le couvre-feu qui a été créé, qui est probablement une bonne raison, parce que le gouvernement a certainement des informations que nous n'autres n'avons pas, qui lui permettent de prendre certaines mesures, donc ce n'est pas à nous de les critiquer. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est d'aider à construire un schéma dans lequel on peut réconcilier des contraires apparents. Par exemple, nous savons tous que dans les villes comme Thiès et Dakar, il y a des mouvements, ce que nous appelons en économie, planification régionale, décentralisation, des mouvements pendulaires.
c'est-à-dire des mouvements qui suivent l'horloge, ce qu'on appelle dans le commun langage, dans le langage commun, les mouvements, les heures de pointe. Pendant ces heures de pointe, il y a la surcharge des réseaux de transport, il y a l'engorgement des files d'attente sur les réseaux de transport, parce que le problème que vous avez dans une ville comme Dakar, c'est que c'est une ville qui n'est pas un centre de croissance, c'est un centre d'attraction. La ville concentre toutes les activités économiques. Et comme on a développé des agglomérations urbaines autour de Dakar et qui sont facilitées par l'accès à Dakar par des routes ou n'importe quel autre moyen de transport, ça fait un appel d'air pour que les populations viennent habiter dans ces agglomérations et venir travailler à Dakar. Ce qui a fait qu'on connaît déjà, Covid ou pas, les embouteillages. Donc si maintenant, les gens se sont habitués à se mouvoir avec ces mouvements pendulaires et on décide de faire un couvre-feu, ça veut dire qu'il y a un bouleversement sur la logique de transport, sur la logique des déplacements. À ce moment-là, il faudrait et j'espère que je fais confiance au ministère des Infrastructures et du Transport, d'avoir des systèmes de gestion, régulation, trafic, des systèmes de régulation cargo, et puis aussi des systèmes de files d'attente qui permettent de désengorger un certain nombre d'endroits parce que c'est prévisible que lorsqu'on change les habitudes et que les gens doivent rentrer plus tôt, qu'il puisse y avoir des engorgements. Donc, il faut gérer cette crise-là de cette manière-là rapidement. Et parce que le problème, c'est que si on laisse traîner, les gens vont être de plus en plus énervés, ils vont être de plus en plus frustrés. Et même en voulant éviter la contamination, les points d'engorgement et de saturation du transport vont être des foyers de contamination. Justement, c'est l'inquiétude qu'ont beaucoup de gens. Quand le gouvernement décide de faire un couvre-feu à partir de 21h, certains estiment qu'à partir de 15h déjà, les routes sont engorgées, les gens travaillent pratiquement une demi-journée, ça devient aussi un manque de productivité pour les travailleurs. Oui, si vous vous rappelez bien, lors de la première vague d'établissement d'un couvre-feu, il y avait un réaménagement des horaires de travail, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Donc, ce que nous avons vu et qui avait été déjà constaté aussi lors de la première vague, comme l'a dit M. Thiam, c'est que vous avez des points de congestion parce que tout simplement, il y a un surchargement sur les horaires de transport donc vous créez là justement c'est aberrant, vous créez des nœuds qui peuvent être favorables justement à la propagation du virus. Mais moi ce que je déplore personnellement, c'est le fait qu'on n'ait pas eu d'évaluation. Aujourd'hui ce n'est pas une première, on a eu une première vague, on a appliqué des mesures, il n'y a pas eu à mon avis en tout cas pas à ma connaissance, un système de suivi et évaluation pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Quelle a été la performance? Comment est-ce que l'application des mesures s'est passée? Quelles ont été les retombées? Quelles ont été les implications? Tant sur le contrôle même de la circulation du virus, mais aussi sur tous les effets pervers que cela a causé. Pour ainsi dire, le couvre-feu, le problème qu'on a avec les transports, le fait qu'il y a une congestion au niveau des gares, au niveau des garotiers, au niveau des arrêts de bus. S'il y avait eu un système de gestion qui est basé sur une évaluation continue de comment est-ce que ces mesures-là sont appliquées, et qu'aujourd'hui, en voulant instaurer le couvre-feu, ou même avant, que ceux qui gèrent ces aspects-là nous reviennent pour nous dire voilà l'expérience, comment ça s'est passé. Et eux, dans l'application du couvre-feu, mettent en place des systèmes qui permettent de prendre en compte certains des problèmes qu'on avait déjà vécus pendant la première application de ces mesures-là. Mais malheureusement, personnellement, je n'ai pas vu cela. Et c'est pour ça que même je pense que tous les citoyens ont le sentiment qu'on vient leur imposer encore un couvre-feu. D'abord, ils n'ont pas conscience, ils ne savent pas à quoi ce couvre-feu-là sert, la pertinence de ce couvre-feu, parce qu'on ne leur a pas dit que le couvre-feu a été pertinent pour endiguer la propagation du virus et le démontrer par des éléments factuels. Il n'y a pas une démarche pédagogique qui permet aujourd'hui, parce qu'on a mis en place le couvre-feu, il y a aussi des mesures A, B, C, D qui permettent de prendre en compte les effets de la mise en place de ce couvre-feu-là. Et tout cela contribue
a juste créé ce que l'on a vu, c'est une incompréhension et un rejet. D'autant plus que les mesures ont été prises de manière hâtive et il n'y a pas eu un temps de préparation, il n'y a pas eu un temps de pédagogie, il n'y a pas eu un temps, surtout à mon avis, il n'y a pas une inclusivité dans la prise de décision. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on a dans notre système de gouvernance. Nous avons toujours tendance à imposer des mesures. Les mesures ne sont pas prises en concertation. Il n'y a pas une démarche qui cherche à l'entame, en amont, de faire adhérer les populations aux mesures qui vont être prises. Parce que s'il n'y a pas eu cette démarche-là qui fait adhérer, qui inclut une démarche inclusive et qui fait comprendre, qui est pédagogique, les populations ont l'impression qu'on leur impose des mesures qui affectent différemment ceux qui les prennent et ceux qui les subissent. Et je pense que il y a un problème, c'est pour ça qu'il y a un rejet et qu'il y a même une défiance vis-à-vis de ces mesures-là. Que certaines peuvent penser, peuvent trouver irrationnelles, mais qui peuvent se comprendre tout simplement parce que c'est une façon de démontrer ses frustrations, mais aussi, disons, son incompréhension. Pape Demba Thiam, on a vu les premiers jours du décret que le gouvernement a décrété de couvre-feu dans certains quartiers, des jeunes sortir, défier, dire qu'ils en ont assez. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un manque de stratégie? Disons que c'est ce que Mme Ba vient de décrire, sur lequel je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on gouverne, ça veut dire qu'on gère des contradictions. Pour gérer des contradictions, il faut avoir non seulement une approche programmatique et prospective pour voir ce qui peut se passer au jour le jour, prévoir des systèmes de mitigation du risque, prévoir des systèmes de communication et d'information qui font que les administrés adhèrent parce qu'ils comprennent, ils ont besoin de clarté intellectuelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas un doctorat qu'il n'a pas besoin de clarté intellectuelle. Si les gens n'ont pas de clarté intellectuelle, ils n'acceptent pas ce qu'on leur propose et comme Mme Ba dit, c'est comme on leur impose. Mais quand on a une stratégie de développement ou n'importe quelle stratégie, on a aussi un système de suivi, évaluation et je dirais même, pour appuyer ce que Mme Ba dit, en temps réel. Non seulement on doit pouvoir anticiper, mais on n'attend pas que le patient meure pour que le médecin dise voilà, il faut savoir anticiper. Donc, nous avons un problème global. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention. Nous avons ce problème global et si vous regardez bien, c'est le problème que tous les pays occidentaux et les pays africains qui les prennent pour des experts, c'est les problèmes, ils ont tous la même chose. Moi, je vis ici en Suisse à côté de la France, mais les gens en ont ras-le-bol tous les jours parce que ce sont des administrations bureaucratiques qui ne consultent pas, qui n'analysent pas et pour lesquels des problèmes sont des catastrophes parce que c'est des gens qui sont habitués à cocher des cases. Mais il ne faut pas être ça compliqué. Regardez par exemple, les gens les plus respectés en matière d'expertise, ce sont des contrôleurs d'État, inspecteurs des impôts, inspecteurs des finances. Et si vous allez même dans des institutions comme les banques centrales, c'est des gens qui sont là pour vérifier comment un traité est appliqué. Et en aucune manière, ces gens ne sont impliqués dans l'élaboration des politiques, dans leur exécution, dans leur suivi et évaluation. Mais alors, c'est la même caste de dirigeants qui se sont retrouvés dans les institutions internationales, qui sont sortis des écoles nationales d'administration et qui sont aussi dans nos pays. Donc, il y a un système de pensée unique qui ne fait pas du développement, mais qui administre la pauvreté. Et ce sont les conséquences-là que nous payons aujourd'hui. Mais justement, est-ce que cette pauvreté-là dont vous parlez, ce n'est pas elle qui risque d'être un tsunami pour beaucoup de pays africains parce que les gens gèrent la pauvreté, l'encadrent, mais ne créent pas le développement? Mais écoutez, le ministère des Affaires étrangères en France a fait fuir une note, parce que moi, je ne crois pas aux fuites qui ne sont pas organisées, dont on parlait de l'effet pangolin. Mais cet effet pangolin-là, on le trouve partout aujourd'hui parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas être dans une situation de pauvreté, vivre la pauvreté tous les jours
Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec les inondations, pas seulement d'ailleurs au Sénégal, même en France. Le peu d'accumulation de capital décent pour vivre par les populations qui se sont battues pour l'avoir a été emporté par les eaux. Il y a des gens qui n'avaient même plus de quoi pouvoir faire manger. En France, on a vu la même chose aussi. Ce que je veux dire, c'est que cette accumulation de pauvreté crée des foyers d'explosion sociale qui font que la véritable opposition la plus inattendue de ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, ce sont des populations qui sont affamées, qui sont énervées, qui ne savent pas par quel bout prendre les choses et qui sont capables de montrer leur frustration et d'être récupérés par le premier venu. C'est ce qui s'est passé déjà depuis les 15 dernières années. En France, les 3 dernières années, la plupart des présidents qui sont arrivés ont ramassé le pouvoir dans la rue par la récupération des frustrations populaires. Donald Trump est arrivé en brisant tous les codes de cette manière. En Hongrie, on a vu ça. On a vu ça en Autriche. Au Mali, on a vu que toute la classe politique qui avait l'habitude de s'organiser pour être ensemble, parce que si vous regardez, ce sont les mêmes gens qui ont été au pouvoir avec les mêmes doctrines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un imam a été capable de les canaliser. Ils ont mis tout le monde dans le même sac. Et voilà ce que ça donnait. Apparemment, au Sénégal aussi, c'est la même chose qu'on observe. C'est une sorte de vase communicant. Ceux qui sont dans l'opposition sont au pouvoir aujourd'hui, vice-versa. Bon, ça, c'est un problème sénégalo-sénégalais. Je n'aime pas m'impliquer là-dedans parce que lorsque vous rentrez là-dedans, vous allez distribuer des bons et mauvais points. Nous, tout ce qu'on peut faire en tant qu'observateur et en tant qu'analyste, c'est d'attirer l'attention sur ce qui peut se faire parce qu'il peut y avoir des arrangements d'appareils politiques, mais si ces appareils politiques sont capables aussi de prendre de l'expertise et d'amener à la solution des problèmes. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que les gens sont capables de se dire que parallèlement au fait de créer l'apaisement sur le plan social, on va se trouver dans une situation dans laquelle on met tout le monde dans le même panier. Et là, si les gens qui sont en face, si les politiques sont décrédibilisés, il n'y a plus de rempart entre les administrés et les pouvoirs publics. Et ça, c'est un problème. J'espère que c'est un problème dont on embarque l'analyse et la résolution. Mais Aouba, est-ce que ce n'est pas cette situation qu'on est en train de vivre au Sénégal aujourd'hui, une rupture entre les politiques et les populations, cette fabrique de pauvreté qui continue, la pandémie qui a accentué davantage la pauvreté de certains? Vous allez des fois sur les arrêts de bus ou bien sur les feux rouges ici à Dakar, vous voyez des gens qui tapent à votre porte pour demander à manger, clairement. Effectivement, je pense que en tout, la pandémie à coronavirus n'a fait que révéler les problèmes qui étaient là, qui étaient sous-jacents, pour certains qui étaient explicites. Et donc, comme il a dit M. Thiam, ça a été un accélérateur de pauvreté, entre autres. Et à mon avis, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Thiam, sur le fait que la décrédibilisation des politiques, de la parole politique, est sa conséquence sur toute une série de choses. D'abord, si vous prenez la gestion même sanitaire de la pandémie, le fait, la défiance qu'il y a sur le non-respect des mesures barrières, sur le non-respect des règles qui sont édictées, qui sont communiquées à tort et à qui. Et dit en fait, au fait que la parole politique, il y a une crise de confiance vis-à-vis de la parole politique. C'est parce que les populations ont le sentiment que c'est un message porté par les politiques, que peut-être que derrière cette parole politique-là, il y a d'autres objectifs qui sont cachés, que ces populations-là refusent d'adhérer à ce message-là, refusent d'adhérer à cette parole-là. Le fait que il y a eu, à mon avis, une certaine politisation excessive de cette gestion-là. On n'a pas laissé toute la latitude aux scientifiques, aux techniciens de gérer cette crise. Laisser aux techniciens de gérer tous les autres volets qui y sont afférents. Le fait que les politiques se sont mis en exergue, sont mis en avant, ont
un retour des conséquences sur comment est-ce que cette crise-là est gérée. M. Thiam a parlé du fait que oui, il a raison, parce que nous nous sommes autoglorifiés, nous avons dit que nous avons bien géré, nous avons sauté sur un article d'un magazine américain pour dire que le Sénégal est le deuxième pays qui a mieux géré le virus. Alors que nous savons très bien que nous étions en train de nous leurrer. Nous savions très bien que, de par la magie de plein de choses, l'Afrique, d'une manière générale, s'en est mieux sortie. Et de par un concours de facteurs qui sont encore à investiguer. Voilà. Et donc, nous avons manqué d'humilité. Et pire, les populations ont eu le sentiment que cette crise a été encore une fois utilisée par les politiques pour s'enrichir, pour faire passer leur agenda, qui n'est pas l'agenda des bien-être économique, sanitaire et social des populations. Donc, restaurer la confiance, restaurer la légitimité, la crédibilité de la parole politique est très importante. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. La pandémie à coronavirus a exacerbé ces problèmes-là qui existaient, a exacerbé la crise du système de gouvernance, l'offre de gouvernance que nous avons. Et je pense qu'encore une fois, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler à court, moyen, long terme. Et malheureusement, ce qui est regrettable, c'est que, comme l'a dit M. Thiam, nous n'avons pas saisi l'opportunité que la pandémie nous a offerte pour réinventer nos économies, revisiter la structure de nos économies, de notre modèle de développement, mais aussi pour réinventer nos systèmes de gouvernance et les rapports entre gouvernants et gouvernés. Parce que l'impression que beaucoup de Sénégalais ont aujourd'hui, aux observateurs, c'est que la pandémie était là, on en parlait beaucoup, on n'a pas tiré les leçons, il n'y a pas eu de changement de paradigme, on continue sur la même lancée. Je pense que beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs ont espéré justement que la crise allait être une opportunité pour changer de paradigme. Et nous avons l'impression que tel n'est pas le cas. Vous regardez les plans de riposte qui ont été mis en place, le nouveau plan économique PA2P, c'est la continuité de ce qui existait, alors que des ruptures étaient nécessaires. Des ruptures d'ailleurs qu'on attend depuis longtemps. Que les différents gouvernants malheureusement n'ont pas pu opérer. Et en matière, même si vous regardez nos systèmes de santé, notre système éducatif, nous avons vu que tous ces systèmes-là, qui étaient déjà éprouvés, l'ont encore davantage. Et la pandémie a révélé l'inefficience, a révélé les tares que ces systèmes-là ont. Et malheureusement, si vous regardez les investissements économiques dans le domaine sanitaire, dans la réponse à la COVID, nous n'avons pas vu des investissements structurels. Nous n'avons pas vu des investissements ciblés qui cherchaient, par exemple, à relever les plateaux sanitaires, à voir les hôpitaux qui manquaient de respirateurs, qui manquaient de plateformes à niveau, répondant aux standards. Nous n'avons pas vu des investissements sur ces secteurs-là. Et l'impression que c'est un choix qui est délibéré. Nous sommes très souvent, la plupart du temps, dans le conjoncturel. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que peut-être dans le conjoncturel, la répétition, la création de systèmes, de situations conjoncturelles qui font toujours appel à des réponses d'urgence, créer aussi des opportunités de pouvoir dévier des ressources, de pouvoir gérer de manière pas toujours rigoureuse et efficiente nos ressources. Ce qui est malheureux parce que nous ne pouvons pas, dans un pays, continuer un certain pilotage à vue. Et les moments de crise sont très souvent, l'histoire l'a montré, sont très souvent des moments tournants pour des pays, pour changer de cap, pour des sociétés de changer de cap. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore saisi ce qui pourrait être ici considéré comme une opportunité. Pape Demba Thiam, est-ce que vous avez l'impression que ces moments de crise dans lesquels nous sommes aujourd'hui ont été une opportunité pour nos États de changer de curseur? Mais vous avez vu que j'avais publié un article dans le journal suisse Le Temps qui disait comment le Covid-19 pourrait être une opportunité de développement pour l'Afrique.
Mais ça, c'est il y a 1 an, pratiquement, à l'orée de la crise. Mais c'est une opportunité, ça peut être une opportunité pour des raisons évidentes. D'abord, la crise, en ayant montré la vulnérabilité verticale de la plupart des pays occidentaux et des pays africains par rapport aux économies des marchés émergents, beaucoup de pays ont commencé à dire qu'il leur faudrait relocaliser leur chaîne de valeur, autrement dit, relocaliser leurs industries les plus essentielles, déjà pour se battre sur le plan sanitaire, mais aussi pour se battre contre la propagation économique de ce virus. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on parle des coronavirus, on parle d'une variante encore du virus, mais un virus, par définition, c'est un mutant. Moi, je suis étonné quand j'entends parler de variantes comme étant des choses extraordinaires, parce que le propre d'un virus, c'est d'être un mutant. Ce qui veut dire que nous allons toujours vivre avec des virus. Donc, sur le plan de l'opportunité que nous avons, dans la mesure où nos partenaires eux-mêmes décident de remettre en cause certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce et ses disciplines, en disant qu'ils vont relocaliser, parce que s'ils veulent relocaliser sans être compétitifs, ça veut dire qu'ils ont imposé des droits de douane, de la protection, des mesures techniques, des barrières techniques au commerce, des normes spéciales, ainsi de suite, qui sont tous des éléments qui vont violer l'ordre commercial international. Mais si eux sont capables de le faire, mais nous aussi, comme Mme Ba le disait, nous devrons, en ayant la capacité d'inventer nos propres modèles de développement, de bâtir nos économies sur leurs forces, tout en gérant leurs faiblesses, nous devrons nous pencher à dire comment nous pouvons développer une industrie de transformation de nos produits, parce que même si la matière première, elle existe, elle n'est pas accessible parce que nous n'avons pas de plateforme de compétitivité. Nous n'avons pas développé des chaînes d'approvisionnement. Nous n'avons pas développé des systèmes de pôles de croissance vers lesquels convergent des chaînes de valeur. Nous ne l'avons pas acté dans nos politiques de décentralisation. Nous pouvons maintenant le faire parce que de toute façon, les autres ne peuvent pas nous dire qu'ils vont revisiter leur modus de localisation et décider de nous dire, vous restez des fournisseurs de matières premières. D'ailleurs, je ne sais pas, Alassane, si vous l'avez vu, j'ai fait un post assez remarqué là-dessus sur Facebook et sur LinkedIn, où je dis qu'on est en train de nous parler même de la prochaine conférence sur le financement du développement en Afrique que va convoquer le président Macron. Donc, c'est l'agenda du président Macron pour l'Afrique. Mais si vous regardez cet agenda, on n'utilise pas, on ne prononce pas le mot industrialisation. Et pourtant, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la production de masse qui crée des emplois, qui crée un pouvoir d'achat et qui crée un système de développement entraîné. Donc nous, quand on nous invite dans une conférence comme ça, nous devons demander à ce que cette industrialisation-là soit inscrite à l'agenda de la conférence. Mais l'industrialisation n'est pas stratégique pour la France. Si elle l'a fait, elle ne pourra plus prendre les matières premières africaines, les transformer, venir le revendre. Justement, moi, le plaidoyer que je fais, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que si la Côte d'Ivoire et le Ghana décidaient de dire tout d'un coup, on n'exporte plus du tout de cacao, dans mon propre pays, ici, la Suisse, Nestlé, on créerait des chômages en Suisse et ailleurs. Mais il y a une approche que j'ai développée et que j'appelle partenariat stratégique sur les chaînes de valeur, que j'ai utilisée au Ghana avec succès, en créant une zone industrielle polyvalente où vous pouvez survoler aujourd'hui par hélicoptère, vous ne pouvez pas avoir un seul endroit où mettre une entreprise. Je l'ai lié au port de Tema. J'ai créé j'étais leader, j'avais toute une équipe, mais j'ai conçu tout ce travail-là et je l'ai exécuté en 4 ans, 5 ans, sur un programme d'ensemble qui a créé 305 000 emplois. Pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a délocalisé Caterpillar de la France, de l'Alsace vers le Ghana, parce qu'on a du caoutchouc au Ghana pour faire des pneus. Mais nous avons fait des systèmes de partage de gains sur des chaînes de valeur où une partie des chaînes de valeur reste au Ghana et une autre partie sort. Et nous avons utilisé ce modèle pour lever des financements avec très peu d'argent public
en faisant l'ingénierie financière, l'ingénierie technique et l'ingénierie opérationnelle comme un orchestre où chacun joue une partition, mais où un maître d'orchestre met toutes les partitions ensemble pour que la musique soit agréable à l'oreille. C'est ça qu'on appelle le développement. Et dans notre pays, on a plusieurs sources de croissance sur lesquelles on pourrait fonder ce genre de programme qui n'ont pas besoin d'attendre la fin du Covid-19. Si on est capable de nous écouter, d'écouter les propositions que nous sommes capables de faire, qu'on nous mette au défi, de nous dire, voilà, vous parlez, vous criez sur toutes les antennes que vous pouvez faire ça, montrez-nous ce que vous voulez faire, dites-nous quels sont vos moyens, et on va vous juger au résultat. D'accord. Et je crois que c'est le plaidoyer que Mme Ba fait, parce que c'est une excellente analyste. J'ai été très impressionné par sa clarté intellectuelle et sa puissance intellectuelle. Le Sénégal regorge de gens comme ça. Nous n'avons même pas besoin, nous, d'être sur la scène, mais qu'on fasse simplement le plaidoyer pour que nos accords de coopération comprennent nos intérêts, parce que ce n'est pas un jeu à somme nulle où ce que nous gagnons, c'est ce que les autres perdent. Absolument. J'espère que le message sera entendu par les autorités pour rassembler tous les Sénégalais qui peuvent faire quelque chose, les faire travailler pour faire avancer le pays. Mais la musique qui vient des États-Unis n'est pas une bonne musique, selon beaucoup de personnes. Nous avons assisté à une scène irréaliste, voir des gens envers le Capitole, comme ça s'est passé ici à l'Assemblée nationale au Sénégal. Certains disent que la démocratie américaine est menacée. Est-ce que vous croyez à ça, Awa? Je pense que ce qui s'est passé en fait au Capitole, c'est le point culminant d'un processus qui a commencé depuis 2015, disons, sinon avant, pendant la présidence Obama. Et je pense que si la démocratie américaine a pu accoucher d'un Trump et du Trumpisme, ça veut tout simplement dire que, et ça nous révèle, ça nous montre que, en fait, tous les systèmes il n'y a aucun système qui est infaillible, en fait, y compris donc la démocratie, considérée quand même comme le système le mieux accompli en matière de gouvernance. Et la démocratie américaine, je pense que, je ne vais pas revenir sur les faits, mais juste dire que aujourd'hui, c'est que ce vacillement, je l'appellerais un vacillement montré, c'est que nous devons tous faire attention au système que nous mettons en place, mais aussi nous devons tous faire attention aux menaces qui pèsent. S'il y a eu Trump, c'est parce qu'il y a une idéologie, le Trumpisme, qui a été nourrie par plusieurs éléments. Vous avez la montée du populisme, M. Thiam l'a expliqué. Lorsque vous avez une frustration, une population qui est frustrée, qui est énervée, elle est à la merci de tout soi-disant prophète ou de tout soi-disant système qui semble lui offrir une bouée de sauvetage. Vous avez aujourd'hui ces populations-là, ces frustrations-là qui sont le fruit d'inégalités sociales, qui sont le fruit d'inégalités économiques, mais aussi vous avez un système quand même américain qui n'a jamais été parfait. C'est l'Amérique, c'est le racisme. L'Amérique, ce sont les inégalités sociales contre les minorités, contre les Noirs africains-américains. C'est les lois Jim Crow, ségrégationnistes, qui sont abrogées, mais qui, dans les faits, continuent d'une certaine façon. Nous le voyons sur le plan électoral, sur la suppression, sur le déni pour certains d'accéder à leur droit de vote et sur plein d'autres éléments. Vous avez la violence, vous avez tout un cocktail qui est là. Et vous avez maintenant quelqu'un, un Trump, parce qu'il y a eu un président noir, parce qu'il y a tous d'autres éléments qui sont favorables, qui émergent et qui est là et qui est perçu par certains comme étant celui qui va sauver la démocratie de l'Amérique. Et pourtant, Trump est porté par des extrémistes. Et c'est là où je voulais dire que nous devons faire attention. Parce qu'il y a plusieurs types d'extrémisme. Il y a des extrémismes qui sont le fruit de frustration née de vulnérabilité, de la pauvreté, etc. Il y a des extrémismes qui, dans le contexte de l'Amérique, veulent remettre en place ou bien réinventer la suprématie blanche. Vous avez des lobbies de toutes sortes. Vous avez aujourd'hui ce que l'Internet, ce que les plateformes, les géants électroniques peuvent permettre comme possibilité de créer tout un monde parallèle,
toute une bulle dans laquelle certains évoluent, et Trump a pu capitaliser sur tous ces éléments-là. C'est pour ça aujourd'hui, au-delà de Trump, ce n'est pas seulement la personne Trump. C'est une idéologie, c'est un système, et malheureusement auquel adhère un grand nombre de membres du parti, d'un des plus grands, il n'y a que 2 grands partis aux États-Unis, et donc le parti républicain, qui est largement capturé par ces éléments, par ces personnes-là. Maintenant, ce qui s'est passé au Capitole, ça a montré la vulnérabilité de la démocratie américaine, mais aussi ça a montré quelque part aussi sa capacité de résilience. Le fait qu'aujourd'hui, nous avons une procédure d'impeachment qui est en cours montre qu'il y a une résistance, qu'il y a quand même toujours des institutions qui sont là. Et c'est pour ça qu'on ne le dira jamais assez. On ne pourra pas se passer d'institutions fortes. Et ce sont ces institutions-là qui sont le socle et qui permettent, qui fonctionnent comme des absorbateurs de choc lorsqu'une démocratie est menacée, lorsqu'une démocratie est attaquée. Le fait que, autant il y a des partisans de Trump qui aujourd'hui rêvent de faire, qui sont des négationnistes, des conspirationnistes, des néo-nazis, des racistes, etc., etc., autant aussi il y a une réponse. Trump aussi, si vous l'avez observé, Alassane, a permis aussi l'accroissement de la gauche américaine. On n'a jamais, aujourd'hui, vous voyez des Américains, ce ne sont pas seulement les membres du Parti démocrate, mais des Américains qui se réclament de socialistes. Le socialisme, c'est un mot banni aux États-Unis. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui se réclament de socialisme et qui veulent imposer au Parti démocrate leur prégnance sur ce parti-là. Donc, autant vous avez une menace qui est là, autant vous avez un pays, des institutions qui résistent, mais aussi une sorte de contre-révolution, parce que vous avez un accroissement de la gauche, vous avez des indépendants qui s'érigent en bouclier, et par exemple, aujourd'hui, vous avez à New York des partisans de la gauche qui ont convoqué une contre-manifestation pour dire non au trumpisme, pour arrêter ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc moi, je pense que lorsque la démocratie est menacée aux États-Unis, elle est menacée partout dans le monde. Et ce qui se passe aux États-Unis, pour finir, c'est pas seulement aux États-Unis qu'on le trouve. Je pense que M. Thiam l'a dit. En Europe, en Amérique latine, vous avez les partis extrémistes, vous avez la normalisation. On a fait sauter tous les verrous. Vous avez la normalisation du racisme, la normalisation de la bigoterie, vous avez les partis d'extrême droite un peu partout en Europe, et l'Afrique n'y échappe pas. Mais je pense que ce que l'Afrique peut offrir, c'est une certaine éthique de la démocratie, c'est aussi être la locomotive de ce que Achille Mbembe appelle la montée en humanité. Et je pense que, comme pour tous les systèmes, on ne peut pas copier et coller des systèmes. Il faut adapter. Et dans cette adaptation, il faut apporter ce que nous avons comme nos valeurs, mais ce que nous avons comme ce que nous pouvons offrir en matière d'humanité à l'Afrique et au monde. Et la dernière chose peut-être que je vais dire, c'est que comme tout système, comme tout organisme, c'est mouvant, c'est vivant. Il faut l'entretenir. On ne peut pas dire qu'on a la démocratie, elle est là pour toujours. Rien n'est acquis dans ce monde-là. Tout doit être entretenu, nourri, et pour que ça puisse évoluer. Pape Demba Thiam, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, c'est le résultat encore de cette fabrique de pauvreté qui a créé ce cluster de pauvres qui sont venus avec Trump réclamer une façon de voir le monde? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon prochain livre à paraître, pour montrer comment le livre s'appelle Fabrique de pauvreté, voyage au bout de l'horreur de l'aide au développement. C'est de montrer qu'en réalité, l'idéologie projette la réalité la tête en bas. Quand on veut faire quelque chose, on se sert d'une idéologie. Trumpisme et tout ça, c'est des idéologies. Mais la gauchisation du Parti démocrate est aussi une idéologie. L'idéologie permet de récupérer des frustrations et de canaliser les gens, mais elle ne dit pas la vérité et elle ne remplace pas la réalité. Je vous donne un exemple. Quand moi j'étais petit, c'était déjà la ségrégation raciale aux États-Unis.
Ne me dites pas que l'Amérique qui a élu Barack Obama n'était pas une Amérique qui était plus raciste. Si vous faisiez des enquêtes, vous vous rendiez compte que la majorité des Américains sont racistes. Ils ont élu Barack Obama parce que Barack Obama leur a parlé d'une manière qui pensait qu'il pouvait les sortir de la pauvreté. Donc ils ont fait le sacrifice de presser leur cœur et leurs émotions pour accepter qu'un noir soit président des États-Unis, ce qui était grave pour eux, mais qui était moins grave que d'être pauvre. Barack est venu, il a hérité de la crise de 2008, il avait fait des promesses parce qu'il parle bien, mais si lui il promet une chose, les gens vont attendre 10 choses. C'est comme nous les Africains dans une classe européenne, pour être parmi les premiers, nous devons travailler 10 fois plus. L'impatience des Américains, au bout de 2 ans, lui a donné un Sénat qui lui était hostile. Les politiques ont été bloquées et c'est là que le phénomène Trump a commencé à naître, qui n'était pas de Trump, mais qui était une révolte de gens qui disent s'être trompés. Et Trump est venu capitaliser là-dessus pendant que le Parti républicain restait dans l'establishment. Alors, c'est comme ça que Trump est arrivé au pouvoir. Mais on peut dire ce qu'on veut. Trump a fait ce que les Américains attendaient de lui. S'il n'y avait pas eu la crise du Covid-19, il aurait été réélu malgré ses frasques. Maintenant, il a dépassé les bornes, mais il les a toujours dépassées. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, le recul de l'establishment, des gens qui le lâchent parce qu'ils ne veulent pas être associés au Congrès, ça a poussé même des médias sociaux à couper la communication de Trump. Mais c'est une grave erreur, à mon avis. Parce que Trump a toujours dit que c'était une conspiration des médias et de l'élite politique et médiatique et financière. Et aujourd'hui, en coupant ces communications, on donne raison à ces théories. Et les gens qui vont être frustrés de se dire que même les administrations publiques, même les chaînes de télévision, même les réseaux sociaux empêchent celui qui a voulu nous sauver de nous libérer, mais ces gens vont trouver d'autres moyens de s'exprimer et malheureusement, ça peut être de la violence. Maintenant, les analystes démocrates vont en être conscients. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une forme de trumpisme en récupérant ces frustrations de la même manière qu'en France, des gens ressemblent maintenant à Marine Le Pen en faisant le même discours. Parce qu'à la fin de la journée, ce que le Parti démocrate voudra, c'est rester au pouvoir. Mais les partis démocrates savent que les Blancs sont majoritaires aux États-Unis. Ils savent que c'est eux qui ont l'argent et que s'ils ne développent pas, s'ils ne retournent pas un peu plus à droite, ils vont perdre les prochaines élections. Donc, ce qui s'est passé en Amérique sur le plan fondamental doit être analysé du point de vue de ses déterminants structurels et de ce que ça peut produire. Voilà, le temps que nous ayons parti est terminé. Pape Demba Thiam, il est déjà 11h. Merci d'avoir été avec nous de Genève pour analyser aujourd'hui l'actualité sénégalaise, africaine et mondiale. Merci à Aoba aussi, Aoba qui est journaliste et sociologue et directeur pays de Osiwa. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci Sine Saliou Dem et Biran Sissé. Bon dimanche à tous. Avec iRadio 90.3, vous avez une vision claire de l'actualité.